Aujourd'hui, je suis en colère. En colère face à la discrimination faite aux femmes enceintes dans le monde du travail. En colère face à ce tabou sur le deuil périnatal. En colère de voir des femmes qui se retrouvent au placard après leur congé mat. En colère que l'engagement paternel ne soit pas toujours bien vu par les entreprises. Est-ce normal de subir tout cela lorsque nous décidons de donner la vie? Je suis Camille Lin et je suis convaincue qu'une bonne gestion de la parentalité dans les entreprises est un facteur clé de compétitivité et de progrès social. Pour venir vous en parler, j'ai le plaisir de recevoir à mon micro Myriam Perrier, une invitée un peu spéciale car contrairement à mes autres invités, je la connais plutôt bien. Myriam, c'est une entrepreneuse engagée, mère de 4 enfants, étudiante en doctorat et c'est aussi ma boss. Pour moi, Myriam fait partie de ces femmes inspirantes en entreprise. Le jour où je lui ai annoncé ma grossesse, j'avais, comme la plupart des mamans, cette petite boule dans le ventre. Cette boule a complètement disparu quand elle m'a dit: Mais Camille, chez le groupe Conseil Perrier, nous on adore les enfants. À sa place, beaucoup d'employeurs auraient été inquiets car je cochais toutes les mauvaises cases. Ça ne faisait pas si longtemps que j'étais dans l'entreprise, on était en plein développement d'un nouveau projet et j'enchaînais les rendez-vous médicaux, ce qui faisait que je devais m'absenter très souvent. Malgré cela, elle m'a accompagnée et a fait ce que tout employeur devrait faire: aider les parents à concilier responsabilité familiale et vie professionnelle. Aujourd'hui, elle partage avec vous son retour d'expérience sur le sujet et répondra à la question que beaucoup d'entre vous se posent sûrement: qu'est-ce que cela va apporter à mon entreprise? D'ailleurs, si en tant que dirigeant, manager ou RH, vous avez des questions, des craintes sur le sujet de la parentalité au travail, n'hésitez pas à aller lui en parler, je sais déjà qu'elle sera ravie de vous répondre. Sachez que vous êtes dans l'avant-dernier épisode du thème Quand le travail passe dans un second temps. Bonne écoute. Alors bonjour Myriam et bienvenue dans le podcast. J'avoue que ça me fait un peu bizarre aujourd'hui de te recevoir dans le podcast car pour ceux qui ne le savent pas, Myriam, c'est ma boss. Mais c'est moi qui lui ai demandé d'intervenir dans le podcast car elle a été d'un véritable soutien lorsque j'ai malheureusement perdu ma fille. Il faut savoir que dans ces moments-là, de nombreuses entreprises préfèrent détourner le regard car oui, c'est difficile de parler de ce sujet. Oui, c'est difficile de parler de la mort, de la maladie, du deuil en entreprise. On n'a pas toujours les mots, on ne sait pas comment s'y prendre, mais je vous assure que ce sujet a toute sa place et peut changer les choses, dans la vie d'un salarié, mais aussi d'une entreprise. Je vais donc laisser Myriam vous en parler. Comment ça va, Myriam? Ça va très bien, merci pour la bonne introduction. Ce que je te propose pour pouvoir démarrer et qu'on rentre dans le sujet tous ensemble, est-ce que tu peux me ramener au moment où je t'ai annoncé pour la maladie de Loa? Ça a été quoi ta réaction? Comment tu t'es sentie et comment ça a impacté ton organisation, ce que tu avais prévu aussi? Voilà. Comment est-ce que tu as vécu ça à ce moment-là? Comment j'ai vécu ça? Ben, quand tu m'as annoncé la maladie de Loa, en fait, je pense que on avait tous espoir que finalement ça allait s'arranger pour toi. Parce que je sais que ça a été super difficile, comment ça a été vécu. Il y avait toujours de l'espoir. Donc, je pense qu'on était vraiment avec toi au niveau de l'espoir. D'espérer que ce soit une erreur, d'espérer que finalement ta petite, tout allait bien aller, que c'était seulement des tests qui étaient revenus d'une façon un peu curieuse, puis que finalement tout allait se placer. Donc, puisque j'ai 4 enfants, ben, je pense que j'ai été longtemps dans le déni que ça allait vraiment t'arriver, puis que ta fille allait vraiment être malade. Fait que ça, ça, je ne sais pas si ça a probablement impacté ma réaction parce que j'étais vraiment avec toi, puis j'étais vraiment du côté de on espère que ce soit une erreur dans les tests. Puis je sais que ça t'a suivi longtemps, ce bout-là où on ne savait pas est-ce que c'était vraiment des résultats, est-ce qu'elle avait vraiment la maladie ou non. Puis ça a été quasiment un mois de ça.
Donc, je pense que j'espérais beaucoup, j'espérais à tes côtés envers ça. Mais par la suite, quand on a su, parce que peut-être que ta question est plus, quand on a su que Loi avait vraiment la maladie, en fait, j'ai vraiment pensé, ça fait un peu bizarre de dire ça, mais j'ai vraiment pensé à moi, à mes grossesses, à comment j'aurais été, comment je me serais sentie, essayer de penser à comment je me serais sentie moi si ça m'était arrivé. Donc, j'ai vraiment abordé toute la situation en pensant à qu'est-ce que je voudrais si ça m'arrivait à moi, cette situation-là. Et qu'est-ce qui fait que toi, en tant que dirigeante d'entreprise, tu sais, parce que tu as vraiment eu un gros accompagnement, pour ceux qui nous écoutent, hein, pour dire, la vérité, à un moment donné, c'est Myriam qui m'a dit, «Non mais Camille, là stop, hein, tu vas arrêter, tu vas prendre du temps pour toi, tu vas aller là et prends le temps dont tu as besoin». Et si j'insiste sur la partie parce que sur ce que tu as fait là, pour moi, c'est ce que j'appelle du courage managérial parce qu'on pourrait se dire: «Bah tiens, si mon employé me dit que ça va, bah, je vais laisser aller. Je vois moi que ça va pas, mais je vais laisser aller parce que ça peut être difficile de rentrer dans ce genre de sujet-là. Qu'est-ce qui fait que toi, tu as pris ces devants-là et tu l'as fait? Ben, c'est sûr que moi, je me vois pas vraiment comme, la patronne de personne dans le bureau. Donc, j'ai toi qui est techniquement mon employé, j'ai Camille qui est à l'administration, l'autre Camille. Ensuite, j'ai Claude Alexandre aussi qui s'occupe plus du côté finance. Il y a Sabrina qui est avec un client. Mais tous ces gens-là, pour moi, je ne les vois pas comme mes employés. Mais il arrive à un certain moment où, ben, en ayant encore cette empathie-là dont j'abordais plus tôt, ben, tu te dis, la relation avec tes employés, tu ne la vois pas à court terme, tu la vois à long terme, tu vois toutes les belles choses que tu veux développer avec ces personnes-là. Puis tu te dis, ben, la perte d'un enfant, c'est sûr que ça va impacter la personne à long terme. Puis la réponse immédiate que tu vas avoir à ce problème-là, ben, est vraiment importante pour ta relation à long terme avec ton employé. Fait que, tu sais, je dis pas que je pensais comme ça, mais maintenant que j'y repense, que ça fait plusieurs mois que c'est passé, ben, je pense que c'est comme ça que je le voyais en me disant, ben, c'est vraiment important, si je veux, là, sur le plan de l'organisation, que Camille revienne en force, puis que Camille soit avec nous, puis continue de développer le côté santé psychologique au travail, puis le côté bien-être, mieux-être au travail, ben, il faut que Camille soit bien elle-même. Donc, particulièrement dans ce domaine-là, ça n'aurait aucun sens que quelqu'un qui est en détresse ou quelqu'un qui n'a pas bien vécu un deuil ou quelqu'un qui a un problème comme ça ou un enjeu comme ça qui arrive dans sa vie pourrait continuer à être productif puis à amener ce que la personne peut et veut amener à l'entreprise. Et ce serait quoi enfin, est-ce que tu aurais un conseil justement, tu sais, aux managers, aux gestionnaires pour pouvoir accompagner ces personnes? Alors je vais pas parler seulement du deuil périnatal, je vais parler aussi, bah, tu sais, tu peux aussi vivre une fausse couche, tu peux aussi vivre, ben, quelqu'un de ta famille qui décède, qui est proche de toi. Tu peux d'un coup apprendre que tu as une maladie. En fait, toutes ces choses qui fait que d'un coup le travail passe vraiment plus qu'en second plan. Qu'est-ce que tu donnerais aux managers pour pouvoir épauler ces personnes-là et entrer aussi, tu sais, dans ces sujets qui sont un peu délicats? Ouais, ben c'est dur de donner un conseil comme ça qui va fonctionner pour tous, mais je pense que la clé de ça, c'est justement de voir l'implication avec ton employé plus à long terme qu'à court terme. Parce que aussi, ça a mal à donner, tu sais, le moment où la maladie est arrivée et ton accouchement avec Loa, ben, c'est un moment où
on avait enfin, on avait des belles choses qui s'en venaient sur le plan de notre initiative par rapport à la santé mentale au travail. Donc, nous, étant plus santé, sécurité traditionnellement, mais on est super enthousiastes quand on a des beaux projets qui arrivent, santé psychologique. Donc, c'était un enjeu. Il a fallu trouver quelqu'un pour te remplacer. Il y a eu différentes situations. On avait l'impression que ça arrivait vraiment au mauvais moment. Mais mon conseil, au final, ce serait de dire aux gestionnaires, il n'y aura jamais de mauvais moment pour faire preuve d'empathie envers ton employé. Puis, on a tous de la famille, on a tous des amis, on est tous capables de se mettre dans la situation de l'autre personne. Je parle pour moi, mais donc mon associé, qui est mon père en même temps, était tout aussi empathique envers toi que je l'étais. Puis, il se disait, il faut vraiment que Camille prenne le temps de vivre ce qu'elle a à vivre, puis nous, on va l'appuyer, peu importe ce qui arrive. On a eu dans les dernières années, c'est un peu malheureux, mais on a eu plusieurs situations personnelles comme ça au bureau qui a affecté différents employés, la maladie, justement, comme tu disais, des gens qui ont perdu des personnes vraiment proches. Donc, on a passé au travers ces moments-là de la même façon avec tout le monde. Puis je pense que c'est la seule façon possible de passer au travers. Un autre conseil que je donnerais aussi, c'est de vraiment s'informer. Ça donne bien parce que moi, je lis beaucoup sur les différentes situations. Je lis beaucoup sur Internet des articles de gens qui vivent différentes situations comme ça pour savoir comment parler de ces situations-là. Donc là, on parle du deuil périnatal. Moi, j'avais lu énormément là-dessus avant que ça t'arrive. Puis aussi, ben, j'ai lu sur plein d'autres sujets, comme par exemple l'infertilité. Il y a beaucoup de gens dans les entreprises qui vivent de l'infertilité, puis ça affecte leur relation au travail et tout ça. Ils ont beaucoup de rendez-vous, ces personnes-là, ne sont pas capables de concevoir un enfant, puis c'est long. Donc, il y a vraiment des choses à ne pas dire à ces personnes-là, puis à ne pas faire, surtout quand on est une maman de 4 enfants, puis qu'on a cette facilité-là. Donc, se renseigner énormément sur les sujets, même chose sur le racisme, sur toutes sortes de sujets comme ça qu'on peut rencontrer au travail avec différentes personnes qui vivent différentes réalités que nous. Donc, pas aller dire des conseils ou dire des paroles comme ça sans s'être renseigné. Est-ce que c'est une bonne chose à dire, vraiment? Et qu'est-ce que tu as appris, justement, je suis curieuse, dans ces livres-là, dans ces choses que tu as, pu découvrir? Bien, une chose que j'avais lue, mais qui fait totalement un sens pour moi, puis ça, ça a commencé, en fait avec une amie qui avait perdu sa fille du cancer. Puis en fait, j'avais lu un peu là-dessus, puis de toute façon, j'avais lu là-dessus, mais c'était déjà la façon dont je l'abordais. De parler de sa fille parce qu'elle a existé, en fait. Là. C'est parce que souvent, ce que je trouvais, puis c'est là que j'avais commencé à lire là-dessus et à dire, voyons, je vais aller chercher la vie un peu de gens qui ont vécu des drames comme ça dans la perte d'un enfant. Elle, sa fille, c'était pas un bébé quand elle est née, quand elle est décédée, mais elle avait 18 mois quand elle est décédée. Mais ça reste que c'est un peu la même chose. Donc, je suis partie de ce point de départ-là, puis ce que j'avais appris, c'est qu'il faut tout le temps parler de l'enfant comme étant une vraie personne. Tu sais, ça a l'air drôle dit comme ça, mais souvent les gens vont avoir peur de parler de la personne pour ne pas faire de la peine à l'autre. Mais cette petite fille-là, elle a existé comme Loua, comme les autres. Donc, c'est vraiment important de les considérer et de parler d'eux comme étant des personnes à part entière. Moi, je pense que c'est la première chose que j'ai faite. C'est quand tu m'as dit, ah, elle s'appelle Loua, bien après ça,
je disais pas ah, ton bébé ou quelque chose, on parle de Loua, parce que c'est elle. Donc, ça, c'est vraiment un conseil important, je pense, pour le deuil, pour quand la personne est décédée. Puis souvent, tu sais, les enfants ou même les fausses couches, ben, les fausses couches, je pense que c'est la même chose aussi. Tu sais, peut-être que l'enfant n'aura pas un nom, mais à partir du moment où tu as un test de grossesse positif dans tes mains, ben, tu t'imagines déjà cet enfant-là, est-ce que ça va être un garçon, ça va être une fille? OK, il va avoir tant de différences avec ses frères et sœurs, il va vivre tel moment à tel âge, il va se passer telle chose dans sa vie. Donc, on s'imagine déjà beaucoup de choses. Donc, il existe cet enfant-là. Donc, je pense que ça, c'est une des choses, en général, plus pour le deuil d'un enfant que j'essaie d'utiliser dans la façon que je m'exprime. Et je vais insister sur ce que tu dis parce que souvent, en entreprise, on va dire, OK, on va surtout pas en parler parce que si on en parle, on va blesser la personne. Moi, je dirais que c'est le contraire. Si vous en parlez pas, vous allez blesser la personne, en tout cas de mon point de vue. Parce que cet enfant-là, ben, il a existé et que en parler, ça ancre un souvenir non seulement pour la personne qui l'a vécu, mais aussi pour d'autres personnes. Donc, ça la fait vivre encore plus. Et justement, parler de tous ces sujets-là, que ce soit le deuil, la maladie, la perte d'un enfant, etc., en entreprise, le fait d'en parler librement fait aussi que si un jour, malheureusement, ça arrive à un de vos employés, et ben au moins, il aura cette envie aussi de venir vers vous et de savoir qu'il ne sera pas jugé. Euh, je partage ça parce que quand moi, j'en ai parlé à Myriam, je ne me suis pas du tout sentie jugée à chaque fois qu'on en parlait. Je n'avais pas l'impression que mes compétences étaient totalement remises en question. Et je vous avoue que j'ai beaucoup pleuré devant Myriam aussi. Mais je trouve que c'est important d'insister là-dessus parce que il y a énormément de parents travailleurs qui se retrouvent dans des situations où ils ont l'impression euh, qu'ils vont être jugés, qu'en plus de ça, ils ne peuvent pas en parler, donc ils vont de plus en plus s'enfoncer aussi, et ça va être difficile après euh, de réintégrer aussi le monde du travail, parce que dans certains cas, on a le droit, suivant dans quel pays on est, en tout cas, on a le droit à une pause, mais le retour du travail peut être super difficile si le sujet n'a jamais été abordé. Je te laisse continuer si tu as quelque chose à rajouter là-dessus, Myriam. Non, c'est bon. Non, c'est très bien dit. Mais je pense que ouais, le retour au travail, ça doit être quelque chose de difficile, mais je me souviens quand on a parlé du congé maternité, c'était un bon moment parce que je me souviens que ça t'avait fait plaisir de savoir, ben, ça t'avait vraiment rendu heureuse de savoir que tu avais droit à un congé maternité. Puis j'étais vraiment contente pour toi à ce moment-là que ça puisse fonctionner parce que tu avais quand même un délai ben pas un délai, mais tu sais, un nombre de semaines de grossesse. Donc, il y a certaines choses qu'il faut qu'ils soient réunies pour avoir droit au congé de maternité. Donc, tu y avais droit à ce moment-là. Puis, je me souviens que tu étais super contente de savoir ça. Puis ça aussi, en fait, ça m'a appris dans le sens où de vraiment considérer la personne, tu sais, comme toi, c'était ton premier bébé, c'est ton premier bébé, Loua. Euh, ben, tu sais, quand je t'ai dit, ben oui, mais tu as un congé de maternité, c'est normal, tu es une maman. Donc, pour moi, ça m'a vraiment rappelé que c'est important de considérer les personnes de cette façon-là. Donc, toi, comme étant une maman, ton conjoint comme étant un papa, à partir de ce moment-là. Puis, pour moi, maintenant, ça reste avec moi. Puis, c'est une maman autant que je le suis. C'est ça qui est bien de justement de faire des réflexions là-dessus. Puis c'est vraiment génial ce que tu fais d'en parler comme aujourd'hui. Puis il y a peut-être d'autres personnes qui vont commencer à réfléchir à ces sujets-là autrement qu'en ce moment. Et bien justement, parce que là, il y a quand même beaucoup de RH, de dirigeants qui nous écoutent, de managers. Tu dirais quoi à tous ceux qui sont réticents à mettre des programmes de parentalité en place dans l'entreprise, à parler de ce sujet-là, parce que ça a forcément des impacts sur l'entreprise. Donc, toi, en tant que dirigeante, qu'associée du groupe Perrier, qu'est-ce que tu leur dirais?
Ah, ben je leur dirais qu'ils sont vraiment pas sur le droit chemin. Non, mais sincèrement, je leur dirais que c'est tout à leur avantage de mettre de l'avant, de considérer, donner cette considération-là, de mettre de l'avant des congés maternité, paternité et tout ça. Si une certaine réticence envers les femmes, ben imagine envers les hommes, c'est encore pire là, pour les congés parentaux et tout ça. Ben, je dirais que c'est une question d'une part d'égalité entre les hommes et les femmes pour mettre de l'avant et considérer le parent, qu'il soit homme ou femme. Puis ensuite de ça, ben, je reviendrai encore à la même chose. Une relation avec un employé, c'est une relation, si on veut une relation durable à long terme et garder les ressources, c'est tellement un grand défi en ce moment. Il y a beaucoup de roulement de personnel. Un employé qui va s'être senti bien dans cette situation-là, qui est horrible, en fait, qui est terrible pour lui, puis qui est senti appuyé, épaulé par sa compagnie, mais beaucoup plus de chance. Si on le voyait froidement comme ça, puis c'est pas comme ça que je l'ai vu personnellement, mais si on le voyait froidement comme ça, on aurait autant intérêt à agir puis à mettre de l'avant des programmes comme tu disais, et aussi à avoir une bonne réponse à des enjeux personnels au travail. Est-ce que du coup, pour toi, c'est des sujets qui font partie de la vie de l'entreprise aussi? Oui, tout à fait. Puis la dernière année particulièrement. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails personnels des gens chez nous, mais on a eu énormément de situations comme ça, de la maladie dans la famille des gens, de la mortalité dans la famille proche des personnes. On a eu des gens qui avaient des problèmes de fertilité. On a eu Loua qui est arrivé, qui est reparti trop vite. On a vraiment eu énormément de situations comme ça. Puis nous, ben, ça a vraiment fait partie de notre vie, de notre organisation. Mais je pense que ça fait... Puis on est une toute petite organisation, donc j'imagine que pour les grandes organisations, ben, ça en fait partie à toutes les semaines, à tous les mois, à toutes les années. T'sais, nous, on a eu une grosse année en termes de des problèmes personnels, les enjeux personnels qui viennent impacter le travail. Mais je pense que dans les grandes organisations, c'est constant. Donc, ça ne vaut même pas la peine de laisser ce sujet-là de côté. Et comment est-ce que tu as vécu ça ou tu vis ça, toi, la souffrance de tes employés? Comment est-ce que tu arrives à passer au-dessus, peut-être? Est-ce que, voilà. Oui, j'arrive à passer au-dessus, c'est certain. Mais j'ai vraiment pas le côté business qui ressort quand c'est une question de problèmes de mes employés personnels, que justement quand je me mets à leur place, j'ai pas cette capacité-là de penser business tout de suite, de me dire quel impact ça peut avoir, par exemple, quand je dis business, bien, sur la finance de mon organisation, quel salaire on va payer qui finalement nous rapportera pas à court terme. Donc, je pense que vraiment la clé, c'est la vision long terme, mais je pense que c'est vraiment mon côté. J'ai quand même j'ai tellement une vie mouvementée et remplie que ça vient. J'ai une grosse facilité à mettre le travail de côté quand je me retourne à la maison parce que chez moi, avec mes 4 enfants, mon doctorat, mon mari qui a une business lui aussi, bien, ça bouge tellement.
Puis il y a tellement de petits problèmes quotidiens que je pense que ma condition personnelle, ma vie personnelle, à moi, est tellement prenante que j'ai de la facilité là-dessus à mettre les problèmes des autres de côté, mais je m'en inspire vraiment beaucoup dans ma vie personnelle, dans mes relations, entre autres avec mes amis, pour aborder les sujets difficiles qui vivent, une séparation. Tu sais, une chose comme une séparation, même au travail, ben, ça peut avoir un impact. Donc, au final, moi, pour m'en sortir de ma vie personnelle puis de ma vie au travail qui est vraiment prenante, ben, je pense qu'il faut un minimum de résilience, puis il faut en parler aussi. Tu sais, genre, j'ai comme... C'est un peu contradictoire ce que je suis en train de dire, que j'ai de la facilité à laisser ce qui se passe au travail, puis ce qui me travaille au travail. Ce qui tourne dans ma tête au travail par rapport aux problèmes et aux enjeux que vivent mes employés. Mais j'en parle beaucoup avec mon conjoint, puis avec mes enfants. J'explique tout à mes enfants. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les difficultés d'une personne de l'autre? Euh, Sans rentrer dans les détails trop exagérés de la vie personnelle d'un employé en tant que tel, mais j'en parle vraiment ouvertement. Pour moi, il n'y a pas de tabou. Donc, c'est ce qui m'aide à passer au travers en travaillant le plus fort possible pour pas qu'il y ait de tabou dans ma vie. Donc, c'est comme ça que je gère quand il y a de la souffrance. Bien, souvent, j'explique ça aux enfants. Moi, je pleure fréquemment devant mes enfants en leur expliquant qu'est-ce qui est arrivé, pourquoi, ou si je suis stressée, qu'est-ce qui est arrivé, pourquoi. Et eux, ils posent des questions avec leur regard d'enfant, puis vraiment, ça m'aide à continuer. Puis je me dis que ça fait un bel apprentissage pour eux. Donc, c'est comme ça que je Et le donc, vois. est-ce que ce serait un conseil du coup que tu donnerais à des managers qui eux aussi doivent, tu sais, qui font face aussi à la souffrance de leurs employés, parce que des fois c'est difficile de prendre du recul par rapport à ça. Ça serait comme aller dehors, aller faire des activités, aller en discuter avec. Alors attention parce qu'il y a quand même la confidentialité là-dedans, mais Ouais, c'est ça. avec d'autres mondes aussi. Donc, ça serait ces choses-là que tu conseillerais? Ben oui, oui, je conseillerais vraiment d'en discuter le plus possible avec des gens que les personnes font confiance. Parce que moi, je dis c'est mes enfants. C'est mon père, en fait, qui est associé avec moi dans l'entreprise. Donc, c'est assez facile. J'ai accès à discuter beaucoup avec lui agit comme mon patron à moi. Mais en réalité, c'est vraiment juste, c'est mon associé. Euh, donc, on en discute beaucoup ensemble, puis on n'a pas cet aspect-là, justement, confidentialité. Tu sais, au travail, dans des grandes entreprises, on ne peut pas arriver puis en discuter avec un et l'autre à notre guise. Ça, je comprends, mais la raison pour laquelle on ne peut pas en discuter souvent, c'est à cause d'un tabou. Parce qu'on peut en discuter sans donner les détails personnels de l'autre personne. Personne a une restriction de parler de deuil périnatal ou de la perte d'un membre de la famille, d'une maladie ou c'est pas interdit de parler de ces sujets-là de façon globale, de façon de dire comment on se sent, pourquoi ça nous apporte une certaine détresse à ce moment-là. C'est sûr que les gens sont capables de faire des liens avec l'absence d'une personne, mais est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut pour les organisations à l'avenir, d'avoir de la confidentialité sur toutes les raisons, toutes ces situations-là? Donc oui, il y a l'aspect confidentialité, mais pour moi, la confidentialité est au second plan par rapport à l'importance d'enlever le tabou qui règne sur ces sujets-là.
Ouais, et ça, je trouve ça important parce que là, je sais, et puis que certains qui nous écoutent vont dire ah bah oui, mais c'est peut-être facile un peu pour Myriam parce que c'est une petite organisation. Puis tout de suite, on pense ah bah les gens ils sont proches, donc on peut en discuter plus facilement. Non, c'est faux. Des fois, dans une petite organisation, ça peut être encore plus difficile aussi d'en parler. Et dans une grande aussi, ça peut être aussi difficile d'en parler. Moi, ce que je conseillerais aussi de mon côté, c'est de vraiment mettre des programmes en place pour dire, regardez, nous, en tant qu'entreprise, donc là, je vais prendre l'exemple du groupe Conseil Perrier, nous, en tant que groupe Conseil Perrier, on est ouvert à parler de la parentalité. S'il y a quelque chose de grave qui vous arrive un jour, eh ben, on sera là pour vous accompagner parce que déjà, juste en amorçant ce thème-là et quand il ne se passe rien et que tout va bien, on sait ça, que l'entreprise, elle est ouverte à parler de ces sujets-là. Et ben, le jour où il y arrive quelque chose, eh ben, on va y aller plus facilement. Ça, c'est le premier Mm. truc. Euh, la deuxième chose que je voulais dire, c'est que au moins, si vous avez ouvert la voie à ça, eh ben, peut-être que la personne, elle l'utilisera jamais parce qu'elle n'en sortira pas le besoin. Peut-être que quelqu'un va vivre une fausse couche. Peut-être que quelqu'un va se séparer de son compagnon ou va avoir une maladie grave et n'aura pas envie de parler de ça à son entreprise. Et c'est dans son droit et c'est correct et puis c'est Ouais. très bien. Mais au moins, s'il a envie d'aller en discuter, eh ben, il peut aussi, et il sait qu'il a les outils en main, qu'il a le soutien de ses employeurs. Et ça, c'est plus que aidant. Donc voilà, je voulais rajouter ça par rapport à ce que tu viens de dire. L'autre chose aussi que je voulais discuter avec toi, c'est justement parce que on trouve aussi, enfin en tout cas dans certaines entreprises, que c'est un peu trop bisounours de s'occuper de ça, que ça rapporte pas au niveau, parce que tu parlais du niveau business, et c'est pour ça que je vais revenir sur ce que tu disais tout à l'heure. Tu disais, bah oui, mais moi j'oublie le côté business. Moi, j'essaie de me mettre à la place de quelqu'un là qui, pour lui, le business est plus qu'important. Et c'est ce genre de personne que j'aimerais convaincre d'ailleurs de pouvoir mettre ça en place. Euh, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu conseillerais là si j'ai un patron pour qui le business est super important et qui, pour lui, tout ça, c'est un peu une perte de temps? Qu'est-ce que tu lui dirais? Ben, je lui dirais ce que j'ai dit tout à l'heure un petit peu, c'est que même si j'avais regardé froidement la situation, puis en calculant tout ça, je serais arrivée à la même conclusion. Parce que, euh, Camille, est-ce que tu serais encore avec nous, sincèrement, si on avait vraiment dit, ben là, Camille, il faut que tu te ressaisisses, puis viens travailler, Non. prends pas de congé. Tu sais, je veux dire, est-ce que tu serais encore là? Non, mais là, regarde, je vais te challenger un peu parce que je sais ce qu'il te répondrait. Il te dirait, bah regarde, c'est pas grave, je vais la remplacer, moi, Camille. Il n'y a aucun problème avec ça. Ouais, mais là, s'ils disent ça, c'est parce qu'ils ne te connaissent pas, là. Pas pour remplacer. Merci. Non, non, mais parce qu'en ce moment, ils peuvent dire ça. Ils peuvent dire ça, mais tout le monde dit ça depuis la nuit des temps. Ah, c'est pas grave, un employé qui part, je vais le remplacer. Mais on sait, là, en ce moment, si ces gens-là disent ça, en ce moment, ça fait longtemps qu'ils ne sont pas sortis de chez eux pour constater la pénurie de main-d'œuvre, pour constater comment c'est difficile de garder avec soi les personnes qualifiées. Tout le monde s'en va. En fait, nous, ça a toujours été ça dans le métier de la consultation, d'avoir des gens qui veulent vraiment être consultants, qui ne veulent pas s'en aller travailler pour les organisations. Ça a toujours été un défi pour nous de garder avec nous nos consultants. On en a qui sont restés 10, 20, 30 ans avec nous, mais il y a toujours ce défi-là qui sont attirés vers d'autres organisations. Donc, pour un employé, en ce moment, il y a 10 offres d'emploi qui l'attendent. Donc, la balle, comment je dirais ça? Le rapport de force en ce moment et les possibilités sont beaucoup plus aux côtés des employés. Puis, sérieusement, je suis contente pour eux s'ils s'en vont de votre organisation, puis que vous les perdez parce que vous agissez mal ou que vous ne faites pas preuve d'empathie quand ils vivent une situation difficile.
Je pense que vous le méritez. Mais, mais le côté business, le calcul est vraiment, est vraiment facile à faire, je pense aussi. Mais je ne l'ai pas faite. Je ne l'ai pas faite, mais je le sais. Puis c'est une croyance que j'ai qui serait très difficile à m'enlever. Que c'est important justement de bien traiter les personnes avec qui on travaille, puis de s'assurer que ces personnes-là sont en bonne, tu sais, c'est notre mission aussi. Donc, la santé, sécurité au travail. Donc, on ne peut pas arriver puis dire que c'est pas grave si une personne n'est pas bien puis qu'elle continue de travailler sans être à son plein potentiel. Il y a ça aussi. Peut-être les personnes qui ne trompent pas votre entreprise, mais est-ce qu'elles vont être efficaces au travail ou est-ce qu'elles vont être en train de regarder autre chose, d'être préoccupées tout le temps? Pareil pour quelqu'un qui a des problèmes financiers. Souvent, on ne pense pas à ça, mais les problèmes personnels financiers au travail, il y avait une étude qui était sortie qui disait que les personnes regardaient énormément leur situation financière au travail, puis se souciaient de ça. Donc, ils regardaient le solde de leur compte, essayaient de contacter leurs conseillers, même financiers au travail. Donc, il y a plein de situations qui arrivent. Puis pour l'efficacité de l'entreprise, avoir des employés qui sont en détresse, je pense que le calcul est vraiment facile à faire. Oui, complètement. Et je vais rebondir sur ce que tu dis parce qu'il y a quelque chose qu'on ne calcule pas en entreprise qui s'appelle le présentéisme. Le présentéisme, qu'est-ce que c'est? C'est quand tu es dans l'entreprise, mais tu ne travailles pas. C'est genre, tu fais acte de présence, mais tu ne travailles pas. Le présentéisme, ça va être les personnes qui sont malades, par exemple, qui vont venir parce que elles se sentent obligées de venir au travail. Puis au final, ça sera une journée foutue en l'air pour cette personne qui n'a pas pu se reposer, donc qui va être malade encore plus longtemps, mais une journée aussi foutue en l'air pour l'entreprise parce que la personne n'a pas été productive. Donc, ça, c'est des coûts aussi à calculer quand vous ne mettez pas en place justement ce genre de choses, ce soit pour accompagner, en tout cas pour essayer d'avoir cet équilibre entre vie pro et vie perso et que ça fasse partie aussi de l'entreprise. Myriam, on rentre maintenant dans la deuxième partie du podcast. Oui. Et je te propose quelque chose d'un peu différent de ce que de ce que je fais d'habitude. Je vais te proposer un petit jeu qui s'appelle Fast and Curious. Tu vas devoir répondre rapidement, sans réfléchir. Donc, par exemple, si je te dis chien ou chat, tu vas me dire chat, Chien. admettons. Je pense que je préfère les chiens, toi. C'est ça, c'est ce que je vais dire, chat. Donc, ça va être ce genre de choses. Je vais te laisser répondre rapidement, puis après, je vais te laisser nous expliquer pourquoi est-ce que tu as choisi cette réponse. Est-ce que ça te va? Oui, ça me va, mais moi, la rapidité de réponse, en tout cas, on va y aller, on se lance. Il n'y a pas de souci, t'inquiète. Et puis pour ceux qui nous écoutent, si vous voulez faire le jeu avec nous, faites ce jeu-là avec nous, puis mettez aux commentaires si vous avez mis des choses qui sont complètement différentes de Myriam, et puis qu'on puisse après échanger ensemble. Allez, je propose qu'on part. On va commencer tout simplement, si je te dis noir ou blanc. Noir. Ok, tu vois, ça serait ça. Mais répondre un peu plus rapidement. Non, non. Là, c'est que les couleurs, on va augmenter la difficulté. Si je te dis santé ou sécurité, c'est un piège. Non, je ne peux pas répondre à ça. Tu as le droit de dire les deux. Tu as le droit, regarde, tu as le droit de sortir la pancarte les deux et tu m'expliques pourquoi. Est-ce qu'il faut que je t'explique pourquoi les deux, santé, sécurité? Ouais, okay. Si je te dis santé et sécurité, que là tu me dis Dans les deux, je veux savoir pourquoi. Il y a eu une réflexion qui s'est faite assez rapidement sur santé. Si tu vas au travail, tu n'es pas en santé, que ce soit physique, là, mettons une bonne grippe ou santé psychologique, tu as plus de chances de ne pas être en sécurité. Mais ensuite de ça, si tu n'es pas en sécurité au travail, après ça va affecter ta santé. Donc, la santé et sécurité, c'est deux choses qui vont ensemble. C'est une et seule et même chose, en fait. C'est pour ça que ça s'appelle santé-sécurité. Et qu'on ne peut pas dissocier les deux. Non. Donc, c'est ça ma réponse. Parfait. Si je te dis travail en solo ou en équipe? Équipe. Pourquoi? C'est facile. Non, ça, c'est la réponse facile. Parce que
Ben, quelque chose, c'est aussi simple que dire, ben, en équipe, ça a l'air tellement cliché, mais en équipe, on a tellement de compétences diversifiées. J'adore en fait la diversité. Je m'intéresse énormément aux autres cultures. J'adore voyager, j'adore rencontrer du monde qui viennent de vies complètement différentes. Donc, l'équipe, pour moi, c'est ça que ça représente. Ça représente des expériences variées, la diversité. Complètement. Si je te dis télétravail au bureau? Et bureau. Ah, pourquoi? Ben, parce que pour moi, le bureau, c'est là où je vais rencontrer des collègues, des coéquipiers. Mais je vous dirais bureau, mais je dirais, parce que nous, notre métier fait bureau, c'est plus télétravail ou travail en présence avec des clients. Mais je répondrais plus client. C'est être avec le monde avec qui je travaille, plutôt que d'être à distance avec les gens avec qui je travaille. Mais en même temps, le télétravail me permet d'être proche de mes collègues qui sont en Europe, parce qu'on a beaucoup de collègues européens. Donc, j'adore cet aspect-là aussi. C'est pour ça que ça a été un peu difficile de répondre. Si maintenant je te dis, et pour finir, c'est ma dernière question, famille ou travail, tu réponds? Ah non, non, je réponds pas à ça. Je réponds pas à ça tout simplement parce que, tantôt, j'essaie de vous expliquer, puis c'était assez flou ce que je vous disais, que je suis capable facilement de laisser mon travail. Quand j'ai des problèmes au travail, je suis capable facilement de les laisser au travail parce qu'à la maison, j'ai plein d'autres problèmes, ben, plein d'autres situations. En fait, c'est pas vraiment des problèmes, juste des défis. Ben, c'est parce que plus je pense à ça, puis moi, j'ai pas de distinction entre ma famille et mon travail. J'ai juste une vie. J'ai juste une vie à vivre. En fait, ça a l'air tellement cliché ce que je suis en train de dire. Mais c'est comme quand les gens me demandent pourquoi tu as autant d'enfants, tu vas-tu avoir encore un autre enfant, tout ça. Ça n'a pas de bon sens, tu fais un doctorat, tu as, autant d'enfants. Puis les gens font beaucoup de commentaires là-dessus, l'histoire des enfants. Passer 3 enfants, c'est comme plus acceptable. Le 4e enfant, on dirait qu'il n'est pas acceptable dans la société. Donc, puis en plus que je fais un doctorat, puis les gens me disent ah, mais tu travailles encore. Tu sais, je me fais encore dire, je suis associée dans ma compagnie, je suis propriétaire d'une entreprise, je me fais encore dire ah, mais si tu as un 5e enfant, ben là, il va falloir que tu arrêtes de travailler à un moment donné. Mais pour moi, c'est juste ma vie, puis un enfant de plus ou de moins, ça fait juste se greffer à ma vie. Mon doctorat, c'est pareil. J'intègre ça à ma vie. Donc, mon travail et le reste de ma vie, c'est pas 2 choses distinctes. C'est 2 choses qui existent ensemble dans une espèce de grosse tempête où tout ça existe en même temps. Ce que j'aime là dans ce que tu dis, c'est que on peut être une femme, entrepreneur, étudiante en doctorat, et en même temps avoir ses enfants et puis que ça puisse fonctionner. Parce que très souvent, justement, avec tous les commentaires que tu reçois, on pourrait se dire, bah, en fait, je ne sais pas, est-ce que toi, tu te remets en question justement par rapport à ça? Parce que je me dis, tu as tellement de personnes qui viennent te voir pour te faire toutes ces réflexions. Comment est-ce que toi, tu réagis par rapport à ça? Est-ce que des fois, tu te remets en question là-dessus ou est-ce que tu dis non, je sais que moi, c'est ma façon de vivre et ce qui me correspond? Je me remets pas beaucoup en question sur cet aspect-là parce que de toute façon, qu'est-ce que ça m'apporterait de me remettre en question? Mes 4 enfants, ils sont là. Je pourrais juste me remettre en question sur le fait est-ce que je veux vraiment être associée dans l'entreprise ou est-ce que je veux vraiment faire un doctorat? Donc, mon doctorat, je viens de le commencer. Donc, ma réflexion est assez récente. Par contre, je ne dirais pas à tout le monde de se lancer là-dedans et de ne pas considérer, parce que je sais que c'est pas la vision du monde n'est pas la même pour tous, puis la vision de sa propre vie aussi. Mais moi, j'adapte quand même aussi. Mon doctorat, je ne fais pas 5 cours de doctorat, puis ma thèse, elle ne sera pas prête l'année prochaine. Donc, je suis vraiment sur le principe du lentement mais sûrement.
Je me remets en question. Je me remets en question de temps en temps, mais ce n'est pas les commentaires des autres qui me font remettre en question. Parce que j'ai tellement de commentaires, puis des fois. Comment je dirais ça? Les commentaires, souvent, des gens qui trouvent que ça n'a pas de bon sens, ben, c'est des gens qui, des fois, c'est des gens super proches de moi, mais qui vivent leur vie vraiment différemment. Donc, je prends pour acquis que ces gens-là n'ont pas la même perspective que moi, puis n'ont pas la même expérience. Ils ne vivent pas l'expérience de la même façon. Donc, ils sont pas, je les considère des fois qu'ils sont pas aptes sont aptes à me conseiller, donc je prends en compte leurs conseils, mais en même temps, si je recevais ce conseil-là, par exemple, d'une personne qui est à la tête d'une entreprise, qui a 5-6 enfants, qui a des études de doctorat, ben là, on dirait que je prendrais plus le conseil, mais non, je pense que c'est peut-être un défaut aussi que j'ai de ne pas trop me remettre en question, mais c'est ça qui me permet de concilier tout ça. Comment est-ce que tu fais pour t'organiser, pour concilier tout ça, justement? Comment je fais pour m'organiser? J'ai un peu de difficulté à m'organiser, en fait. Merci d'être sincère avec nous, Myriam. Il y a vraiment des choses, des fois, qui prennent un petit peu plus de temps de réaction. Je suis souvent en retard à des réunions. Mais quand ça touche mes clients, normalement, je ne suis pas en retard. Mais je développe énormément la capacité de mes enfants à attendre. Je pense que je sais pas, j'ai pas de réponse à savoir comment je m'organise parce que c'est ça non plus, ce n'est pas très clair, même pour moi-même. Donc, je suis pas une personne ultra structurée, même si dans mes tests psychométriques, je ressors comme étant extrêmement structurée. Donc, ça, c'est la surprise de tous. Je viens d'une famille de gens qui sont extrêmement bien organisés. Donc, peut-être qu'à quelque part, en dedans de moi, il y a un fil conducteur, il y a quelque chose. Mais je pense que le truc ultime, c'est vraiment la vision que tu vas avoir sur ta propre vie. Ça a l'air un petit peu ésotérique, ce que je dis, mais c'est comme ta propre vision que tu as de ton énergie. C'est super important. Il y a des vraies études qui ont été faites qui disent que si tu arrives le matin et que tu es de bonne humeur, ça va bien, puis qu'une personne arrive et te dit « Hey, t'as donc l'air fatigué », bien, automatiquement, tu vas devenir fatigué. Ben, un peu plus fatigué, tu vas te sentir un peu plus fatigué. Ben, c'est pour ça que moi, je ne dirais jamais ça à quelqu'un en pensant. Mais c'est un peu ça. C'est que si toi, tu vis bien en étant toujours occupé, puis en passant d'un défi à l'autre, que pour toi, ça te motive, ça te stimule, ben, tu vas bien vivre avec ça. Tu n'auras pas de problème. C'est comme sa propre perception, la propre perception qu'on a du stress, de notre propre stress. Et est vraiment importante. Moi, il y a beaucoup de gens qui me disent « Hey, tu dois vraiment être stressé, tu as l'air stressé » ou qui disent « Ah, mais avec tout ce que tu as à faire, tu dois être stressé. » Ben, c'est un peu toujours ma réponse. Non, ça va vraiment. Le stress ou cette pression-là ou cette vitesse-là dans la vie me convient actuellement. Donc, c'est juste important de toujours revenir et de s'assurer que ça convient encore. Et tu donnerais quoi comme conseil à nos auditrices qui se disent, regarde, j'ai envie de fonder une famille, j'ai envie de l'agrandir peut-être, mais en même temps, j'ai peur par rapport au travail, comment ça peut être reçu. Est-ce que je vais avancer dans ma carrière ou pas? Qu'est-ce que tu leur dirais? Ben, je leur dirais qu'ils ont raison de penser ça parce que, ça serait un peu facile de dire « Ah, mais non, faut pas penser à ça. » Comme moi, je pense pas à ça. Sincèrement, je pense pas à ça.
mais je suis dans une position qui est comme privilégiée par rapport à d'autres personnes qui ne sont pas nécessairement associées dans la compagnie, n'ont pas nécessairement le support. Moi, mes 2 associés me supportent là-dedans. Il n'y a jamais personne qui fait un commentaire « Oh non, pas un autre enfant » ou « Ah, ça va être moins disponible ». Les gens sont vraiment... ils se rallient vraiment, puis ils ont vraiment cette belle valeur-là de la famille. Donc, ça, c'est important. Mais qu'est-ce que je donnerais comme conseil? C'est que à la fin de la vie, là, je pense pas que quelqu'un va dire « Ah non, j'ai eu un enfant de trop puis j'ai pas été capable de travailler autant que je voulais. » Personne ne va dire ça. Ça se peut pas quelqu'un qui va dire ça. Donc, si c'est vraiment en dedans de cette personne-là, que ce soit un papa ou une maman, puis qui veulent vraiment aller de l'avant avec plus d'enfants ou qui veulent vraiment étudier ou ajouter quelque chose à leur vie, qui pensent que bon, ça va être demandant. C'est sûr que ça va être demandant. Ben, je pense que en ayant la bonne attitude, puis en démontrant que c'est vraiment ça qu'on veut faire, puis c'est ça qui nous stimule, puis c'est ça qui nous passionne. Comme moi, des fois, je parlais d'avoir un 5e enfant. Puis là, c'était comme « Oh mon Dieu, un autre enfant, mais comment tu fais? » Moi, j'ai 2 enfants, puis j'en peux plus, c'est difficile, tout ça. Ben, c'est parce que moi, ça me passionne, cette vie de famille-là, cette dynamique-là. Ça me passionne, avoir une famille nombreuse, avoir toutes sortes de choses qui se passent, la dynamique entre les personnes. Donc, ça m'amène quand même un haut niveau de bonheur. Puis je pense que les gens qui ont des projets qui vont être demandants doivent savoir que ça va être demandant, mais doivent aussi avoir l'attitude qui va avec. Complètement. Ouais. Et c'est quoi l'attitude qui va avec? Ben, l'attitude qui va avec, c'est juste à cause que ça fait tellement cliché là, de dire des choses comme ça, mais vraiment ben, d'y croire, puis de mettre de la passion, puis de ne pas être gêné, de pas être gêné de se défendre un peu, de vivre ou de faire des projets qui sont un peu différents de ce que la normale va faire. Tu sais, c'est un peu pareil avec le doctorat. Les gens disent « Ah, mais un doctorat, là, hein, tu as déjà une compagnie, puis tu sais, ton père a fondé cette compagnie-là. Tu sais, pourquoi tu ne prends pas cette compagnie-là? Puis, tu sais, c'est le fun, là, c'est correct, là, tu sais, tu as déjà ça, pourquoi il faut que tu fasses un doctorat en plus? » Tu sais, souvent, les gens disent ça. Des gens proches de moi disent ça, puis des gens qui sont pas proches des clients. Il y a déjà des clients qui m'ont demandé ça. « Tu as une belle business, pourquoi tu fais ça, là, une maîtrise, un doctorat? C'est-tu nécessaire? » Ben, c'est de ne pas avoir peur, de ne pas être gêné, de défendre ce qu'on fait, puis pourquoi on le fait, puis pourquoi c'est différent. Les gens autour de nous, souvent, ils ignorent, en fait, le pourquoi on fait ça. Puis quand tu vas venir joindre à ce que tu fais, le pourquoi c'est important pour toi, puis pourquoi ça amène du bon dans ta vie, parce que souvent, ces gens-là s'inquiètent. Ils se disent « Ah, mais c'est beaucoup, c'est impressionnant. » Puis eux, ils n'auraient aucune envie de faire ça. Donc, ils se disent, c'est comme s'ils faisaient un peu de la projection. Ils se disent « Ah, mais pourquoi qu'elle fait ça? Ça doit être dur, ça doit être lourd, ça doit être plat, ça doit être prenant, elle doit être obligée de travailler le soir chez elle. Ah, ça doit vraiment être fatigant. » Ben, c'est pas, de toute façon, c'est pas eux qui le font, là, ces personnes-là. Mais je donnerais ce conseil-là d'avoir l'attitude de défendre ce qu'on fait, puis les gens vont comprendre. Mais je ne sais pas si c'est concret ou non, ce conseil-là. Oh si, complètement, merci. Myriam, on arrive bientôt à la fin de mes questions. Oui. Mais avant ça, j'ai comme une presque dernière question. J'en ai encore 2 autres après à te poser, puis on termine. Qu'est-ce qui, toi, te donne envie de te réveiller le matin? Oh mon Dieu, qu'est-ce qui me donne envie de me réveiller le matin?
vraiment de faire avancer, de faire avancer tout ce qui doit être fait. Mais tu sais, sérieusement, je suis rendue je suis embarquée, là, moi, dans un train là, qui roule à toute allure, donc j'ai pas vraiment le choix de me réveiller le matin, puis euh, de prendre action. Il y a énormément de choses qui reposent, tu sais, sur moi. 4 enfants, faire avancer mon doctorat. Dans mes travaux en ce moment, je suis en équipe avec des gens. J'ai mes collègues, des fois, qui attendent des réponses de moi. Donc, vraiment, moi, ça me motive de faire avancer tous les projets qu'il y a dans ma vie. Puis, mes enfants étant des projets eux aussi. Mais je ne sais pas, vous comprenez sûrement ce que je veux dire, mais euh, faire équipe avec d'autres personnes pour faire avancer ces projets-là aussi, ça me motive beaucoup. Et pour terminer ce podcast aussi, j'aimerais savoir si tu peux partager avec nous ta découverte récente. Alors, ça peut être un livre, un film, une chaîne YouTube, quelque chose qui t'a marqué, qui a eu un impact sur toi et que tu aimerais partager. Une découverte, il faut que ça soit récent. Mm-hmm. Oh mon Dieu. Oh, c'est pas grave si c'est pas récent. Ah oui, je sais. C'est quelque chose que Okay. tu veux. Vas-y. Ben, c'est pas récent, mais je pense que tout le monde dans le monde du travail, de façon élargie, devrait connaître certains principes de communication. Et avec ça, ben, je vous dirais, premièrement, pour le fun, allez écouter la série Tribal avec Guillaume Dulude. Puis ensuite, pour le côté plus sérieux, mais autant intéressant, allez écouter, les différentes vidéos de Guillaume Dulude sur la communication. Puis moi, ça m'a énormément aidé dans le monde du travail, puis dans toutes mes responsabilités que j'ai aussi. Tu sais, on a parlé beaucoup dans le dernier segment de conciliation travail-famille. La partie, tout le contenu de Guillaume Dulude sur la victimisation, puis de ne pas essayer de trouver, quand il y a des problèmes, de trouver un autre coupable ou d'échapper à nos responsabilités. Ben, tu sais, je vous disais, moi, je me réveille pour gérer tous mes projets. Ben, je me réveille pour prendre responsabilité sur tout ce qui se passe dans ma vie. Puis ça me motive de le faire. Ben, je pense que Guillaume Dulude, dans ses paroles, dans ce qu'il fait en ce moment, il est quand même assez connu, là, mais s'il y en a qui ne le connaissent pas, je sais qu'on a beaucoup d'audience en France, peut-être qu'il y en a qui le connaissent moins, allez voir ce qu'il fait parce que c'est vraiment bon, autant pour le monde du travail que pour la vie, les relations interpersonnelles. Complètement. Et puis pour ceux qui sont curieux, et ben pour pas que vous ayez la peine de le chercher, je mettrai dans les notes de l'épisode pour que vous puissiez le trouver. Et enfin, Myriam, si on souhaite échanger avec toi, te poser des questions, comment est-ce qu'on fait pour te contacter? Ah, vous me contactez sur LinkedIn, vous me contactez par courriel, vous me contactez même par téléphone. Je veux dire, je suis vraiment disponible. Je suis disponible, appelez-moi. C'est parfait, mais je ferai pareil aussi. Vous allez retrouver tous les contacts pour pouvoir aller voir Myriam, lui poser des questions, lui faire un coucou, lui dire aussi ce que vous avez pensé de l'épisode et ce sera dans les notes, dans les notes de l'épisode, tout simplement. En tout cas, merci beaucoup Myriam d'avoir répondu à toutes mes questions. Je suis vraiment contente de t'avoir reçu dans le podcast et j'espère que ce que tu viens de livrer là comme expérience va donner l'envie à d'autres entreprises de mettre en place des choses pour pouvoir s'engager sur des sujets aussi personnels que la parentalité, la maladie, le deuil. Car oui, je sais, j'arrête pas de le répéter, mais ce sont des sujets d'entreprise. Alors, merci. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. C'est vraiment ce qui m'aide le plus à faire connaître 5 à 7 RH, à sortir de nouveaux épisodes. Alors allez sur Apple Podcasts, Spotify ou YouTube et n'hésitez pas à mettre tout plein de petites étoiles, de pouces bleus et des commentaires. Et n'oubliez pas que chacun à son niveau peut aider et soutenir ceux qui sont en situation de mal-être.
De notre côté, on se retrouve comme d'habitude jeudi dans 2 semaines pour le dernier épisode de notre thème. Alors soyez au rendez-vous et pensez à vous abonner pour ne pas rater l'épisode. Allez, à jeudi!